Par D'accord. rapport au micro, Et est-ce qu'il y en a un autre peut-être? je Mmh. je vais essayer de le régler. Ouais, Je vous propose qu'on redémarre quand même tout de suite sur qu'est-ce bien qu'un sûr, comportement disruptif. Je vais vous laisser vous parler pendant que j'essaie de régler les petits problèmes dessus. bien sûr, pas de souci. Du coup, le comportement disruptif, Leïla, est-ce que tu veux y aller sur ce Ouais. point? Ouais, super. Du coup, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de conformité, ça nous paraissait important de définir ce qu'on entendait par comportement disruptif. Et en fait, donc le comportement disruptif, les comportements disruptifs, ce n'est pas le propre du jeu vidéo. C'est des comportements qu'on retrouve partout en ligne. C'est toutes les attitudes qui vont être considérées comme pas, positives et qui sont potentiellement préjudiciables, à tous les utilisateurs. Et donc, pour ça, rien de plus simple. On se balade en ligne, on ouvre les réseaux sociaux et on va consulter les commentaires qui peuvent, apparaître pour se rendre compte qu'on peut être confronté à du contenu qui est, offensant et donc qui, d'une certaine manière, nous porte préjudice et nuisent à, notre expérience. Donc c'est ce qu'on entend, par comportement disruptif et c'est ce qui se produit également, dans, le jeu vidéo. Donc si on applique, ces, comportements, dans le milieu du jeu vidéo, on va retrouver, plusieurs choses. Donc, des parallèles, au sport, donc l'anti-jeu et la triche. Dans les formes, d'anti-jeu, dans le monde du jeu vidéo, on va retrouver des pratiques comme le rage quit, donc le fait qu'un utilisateur décide de quitter une partie parce que, il considère, qu'il est en train de perdre ou, qu'il n'est pas content face à une situation et dans ce cas-là, ben, il va, nuire à l'expérience de jeu des autres utilisateurs, notamment dans certains modes, comme le mode multijoueur. Et puis, il y a aussi les phénomènes de triche. Donc, là, je vous apprends rien, c'est juste des personnes qui décident de tricher et d'une certaine manière, ça impacte, l'expérience des autres utilisateurs là aussi. Et puis après, il y a les paroles et les commentaires. Donc là encore, c'est un calque de ce qu'on peut retrouver en ligne et qui viennent là encore, bah, atteindre viennent corrompre d'une certaine manière, et nuire à l'expérience des jeux des autres utilisateurs. Et puis il y a une petite spécificité qu'on appelle donc les user generated content, donc c'est-à-dire tous les contenus, qui sont générés par, nos joueurs et donc ce qu'on entend par, les UGC, ça peut être, à la fois des usernames qui, contiendraient des mots, offensants, mais on peut aussi retrouver, d'autres singularités, par exemple, dans tout le volet de personnalisation qui est offert, aux joueurs. Donc que ça soit à travers, des assets comme, une tenue d'un personnage de jeu, du mobilier qui serait dans le jeu ou des armes, ou là encore dans ce volet de personnalisation, il peut y avoir des utilisations, diverses et variées et parfois, qui intègrent des comportements disruptifs, notamment à travers, l'utilisation de symboles, de drapeaux ou, d'autres éléments qui viendraient, ben, nuire, encore une fois, à, l'expérience, de jeu au global et la sécurité, de nos joueurs. On peut Du coup, pour peut-être passer. Ouais. prévenir, voilà, c'est ça, en fait, l'ensemble de ces comportements, on traite de la donnée personnelle et c'est la transition parfaite, pour la slide, suivante. Oui. Du coup, donc comme vient de le dire Océane, tous ces comportements disruptifs, ils sont nécessairement rattachés à une personne et c'est la raison pour laquelle, notre équipe, elle est sollicitée, donc pour accompagner toutes les initiatives, autour de la lutte contre ces comportements, disruptifs et on a en interne, au sein de notre équipe, un motto qui est «Love equals joy plus trust» et on est intimement convaincus avec Océane et le reste de notre équipe qu'on a vraiment une mission qui nous incombe dans le fait d'offrir la meilleure expérience de jeu à nos joueurs. Et donc, pour leur offrir cette meilleure expérience, on doit jouer sur la confiance. Et pour assurer la confiance, il faut assurer cet environnement sécurisant dans lequel on va mettre au banc tous les comportements qu'on jugerait disruptifs. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on est sollicité et la raison pour laquelle on est très impliqué sur ces sujets qui nous tiennent vraiment, vraiment à cœur. C'est effectivement un très beau, leitmotiv. J'ai changé de micro, j'espère que, c'est mieux. C'est mieux. Super. Hem, je crois, savoir, Océane et Leïla, que pour atteindre, ce motto, Ubisoft, s'appuie, sur certains piliers. Est-ce que vous voudriez nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr, du coup, on a, 3 piliers. Notre position concernant, la sauvegarde, en fait, des comportements disruptifs, c'est la prévention, la détection et l'intervention. Sur le volet prévention, en fait, c'est vraiment capital. C'est au lieu d'impliquer comment dire? Des sanctions et de sanctionner les joueurs directement, on va essayer plutôt d'éveiller leur conscience,
de leur proposer en fait des modules de e-learning, notamment par le Fair Play programme. Je vais y revenir plus en détail, juste après parce que c'est quelque chose en fait qu'on a lancé, assez récemment, qui permet aux joueurs de mieux comprendre, pourquoi est-ce que, ils ont des comportements en fait, toxiques quand ils interagissent, les uns avec les autres. Aussi, on a une logique, de transparence en amont, c'est-à-dire que via les codes de conduite, on va prévenir le joueur, des comportements en fait qu'on estime comme étant absolument, inacceptables, dans nos jeux et qui vont nécessairement, enclencher, des sanctions et Leïla vous présentera aussi, quel type de sanctions, après plus en détail. Mais du coup, le joueur est nécessairement en amont prévenu. Aussi, quand il, rejoint l'écosystème Ubisoft en se créant un compte, il va accepter en fait, l'ensemble des documents légaux, à savoir, les chartes de confidentialité ou privacy policy ou les conditions générales d'utilisation dans lesquelles en fait il y a des paragraphes, spécifiques qui précisent, que le joueur, bah, du coup ne peut pas, tricher, avoir des propos, haineux, des comportements disruptifs, en général. Donc ça, c'est le volet prévention. C'est tout ce qui se passe en fait, avant et en amont, du jeu. Il y a aussi, un élément, de détection, c'est-à-dire que, on va regarder et monitorer en fait, pardon, je fais, beaucoup de franglish, n'hésitez pas à m'interrompre, Pas de si problème. toutefois, voilà, à regarder en fait, plus en détail, les différents comportements en fait de nos joueurs, dans nos jeux. Donc soit on utilise des outils en interne que les productions créent, spécifiquement pour chaque licence et d'un point de vue privacy, en fait, on les accompagne, sous format privacy by design. Donc c'est-à-dire que dès le début du projet, en fait, on est là. On leur pose des questions, on a, un protocole, qui est établi dans lequel, voilà, c'est un échange, avec la production. On leur pose, beaucoup de questions, pour savoir comment est-ce que les données sont traitées et pour que s'assurer en fait, dès le départ, l'outil interne soit conforme à la réglementation applicable. Parfois, on utilise aussi ou on couple ça avec, des outils et des éléments externes et donc là encore, le volet, RGPD, donc Règlement général sur la protection des données, et privacy, apparaît, parce qu'on va signer en fait des contrats avec les partenaires, au titre de l'article 28 notamment du RGPD et ces fameuses annexes, qui permettent d'encadrer, nos obligations, concernant le traitement des données à caractère personnel. Sur le volet détection aussi, donc outre les outils qu'on peut déployer en interne et en externe, il y a un 3e élément dont on voulait, vous faire part aujourd'hui, c'est un projet, qui s'appelle le Zero Harm Income et qui du coup, dépasse un peu Ubisoft et concerne l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. C'est un partenariat avec, Riot, qui est aussi un éditeur de jeux vidéo qui a été, rendu public, l'année dernière et qui permet en fait de mettre en commun, l'ensemble de nos bases de données pour pouvoir, détecter ensemble des comportements disruptifs, entraîner nos algorithmes et faire fonctionner, nos mécanismes d'intelligence artificielle. Pour l'instant, le partenariat, il a été annoncé. On est encore en phase, d'exploration, d'un point de vue, juridique notamment pour savoir, comment partager les données en fait, avec ce partenaire, de manière, conforme à la réglementation, et de manière aussi, tout à fait, sécurisée. Donc voilà, ça c'est, quelque chose que je vous invite notamment, à aller voir dans la presse, et c'est, pour vous montrer en fait que la lutte contre les comportements disruptifs et cette détection, elle concerne pas uniquement Ubisoft, mais elle concerne vraiment l'ensemble de l'écosystème en fait, du jeu vidéo. Le 3e volet, qui est le volet en fait, intervention, c'est vraiment bon, bah, une fois, que le comportement, a eu lieu, et que, il faut, hop, voilà, c'est bon. Implémenter pardon, des sanctions. Celles-ci, elles sont, proportionnelles en fait en fonction du comportement. C'est-à-dire qu'on ne va pas, pour, un propos malheureux, appliquer en fait un permaban, directement sur le joueur, c'est vraiment cette notion de proportionnalité. On y reviendra quand on représentera, plus, en détail, les différentes fonctions. Mais il faut vraiment avoir, cette idée, en tête là que, voilà, la sanction elle est proportionnelle et si le joueur en fait, puisque ça arrive, parfois des faux positifs, le joueur est pas d'accord, il a une possibilité en fait de contester sa sanction en contactant, notre service client. Donc il y a vraiment une revue manuelle en fait de chaque sanction pardon qui est faite, c'est difficile à dire. Et le service client, il est là à la fois pour accompagner en fait le joueur qui a eu une sanction, suite à un potentiel comportement disruptif, mais le service client aussi, il est là, pour, accompagner le joueur qui a été témoin d'une situation, complètement inconfortable, pour lui apporter, un soutien psychologique, ou encore lui partager, des liens vers des, sessions d'écoute ou, des accompagnements, associatifs type, là je l'ai mis, en exemple, Safe Inner World qui est du coup, une association qui vient, du coup à l'écoute, des joueurs, des joueurs ou, l'ensemble en fait des communautés qui ont été,
soumises à des propos toxiques. Voilà, il y a du contenu, à ce niveau-là et enfin le dernier élément, d'intervention dont je voudrais, parler ce matin, c'est on a mis en place, en prévision d'ailleurs, du, Digital Services Act, mais du coup c'était, aussi, quelque chose, d'ancré, chez Ubisoft, un partenariat avec, des autorités de police. Donc en France, la plateforme Pharos et aussi, en Angleterre, une police à Newcastle, pour pouvoir, du coup mieux gérer, les signalements si jamais nous on s'aperçoit qu'il y a des comportements disruptifs du coup qui sont, en violation de volet pénal, notamment avoir un canal privilégié, avec la police et les autorités de contrôle. Et aussi, si eux nous demandent en fait, des données personnelles, voilà, dans le cadre d'enquêtes, on a établi un protocole, clair et précis, voilà, en conformité avec, le guide de la CNIL, sur le partage, des, données à des tiers autorisés. Voilà, pour notre position, concernant la lutte contre les comportements disruptifs. Je propose de faire un petit focus sur le volet prévention, si OK pour, OK, toi Pierre à ce pas de stade? souci. Ouais. Tu veux qu'on parle du fair play programme, Par j'imagine? exemple, voilà, c'est ça et aussi il y a, comment dire? Quelque chose, on aurait pu le mettre dans la slide et j'en ai pas parlé, non plus, nécessairement, mais ça m'est venu, ce matin. Il y a une initiative en fait, des productions aussi, de mettre en place, au sein des jeux, ce qu'on appelle un reputational score, qui permet en fait c'est pas une donnée qui est publique, c'est une donnée du coup qui est présente dans l'écosystème, du joueur et qui permet de lui montrer en fait en fonction, bah, du nombre de reports qu'il a eu, par rapport à son comportement, un niveau de toxicité et donc on va traiter en fait ces données personnelles ou ces données de jeu pour lui montrer en fait, sur une échelle, de 1 à 5, quel est son niveau de toxicité, 1 étant un joueur en fait extrêmement toxique et là, on va même potentiellement le priver, de, certaines features, du jeu et 5 étant un joueur extrêmement vertueux et là, on va lui offrir, du coup, des comment dire? Des Un certain nombre de cosmétiques, des bénéfices. récompenses? Ouais, c'est ça, des récompenses, merci, j'avais le mot encore en anglais, désolée. Dans le jeu, des rewards, du coup, voilà, pour, saluer son comportement. Donc si on revient, voilà, sur, le Fair Play Programme, c'est une autre initiative, en fait, dans le volet prévention. Il suffit de se connecter à son compte Ubisoft. C'est valable uniquement en anglais, du coup, pour l'instant, donc désolée pour ça. Mais je vous invite quand même à aller, le consulter parce que c'est vraiment, extrêmement intéressant et moi, je voudrais commencer, donc voilà, par vous présenter les petits modules. Donc le premier, c'est, un module explicatif de «Est-ce que vous saviez?» voilà, par rapport à la toxicité. Le 2e module, c'est, mieux se connaître et mieux se comprendre, en fait, quels sont, les éléments qui, nous déclenchent, en fait et qui nous rendent, toxiques, quand on joue. Est-ce que ça va être, bah, l'injustice? Est-ce que ça va être l'absence, de collaboration entre les coéquipiers et cetera? Ensuite, le 3e volet, c'est une vidéo de joueurs, pardon, professionnels, en e-sport qui explique que plus on est toxique et en fait, moins on a de chances de gagner, grosso modo. Enfin, la 4e, le 4e volet, c'est, des vidéos explicatives en fonction des comportements toxiques. Quelles astuces on peut mettre en place, tout de suite, pour pouvoir, bah, remédier et en fait, quand on est face à un joueur toxique, comment est-ce qu'on peut, réagir en tant que joueur, nous et puis le dernier volet, c'est qu'une fois qu'on a compris, en fait, les éléments déclencheurs, à mieux gérer les joueurs, voilà, une petite série aussi, de quiz, pour apprendre à mieux gérer. Donc sur le volet, quiz, moi j'avais envie de jouer un peu avec vous et Pierre, peut-être te poser la question. À ton Allons-y. avis combien de joueurs ont déjà été témoins ou victimes, de harcèlement dans les jeux vidéo en général? Témoin victime? Ouais, sur 100 Heu, environ, voilà. Combien de pourcentage, je pense que le pourcentage doit être énormissime, quelque part, 95 peut-être? Oh là, alors 95 c'est une stat aussi, je pourrais en parler après, mais non, c'était 75. C'est vraiment haut, tu as Ah, raison, mais 95 sinon, c'est vraiment, très élevé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pour rebondir sur 95, c'est, comment dire? Le nombre de joueurs, en fait, qui ont déjà été toxiques, mais qui s'arrêtent, en fait, à la première punition, on va dire. Sur, 95 de joueurs, en OK. fait, qui ont déjà été sanctionnés, tout de suite, ça redescend et il y a vraiment, en fait, 5 de ces 95 qu'on n'arrive pas, du coup, à «calmer» entre guillemets, qui sont toxiques, quoi qu'il arrive. Mais on s'éloigne un peu. À ton avis, mais j'ai N'hésitez pas à déjà jouer dans le répondu. chat aussi, hein. Oui, oui, voilà, à votre avis, du coup, combien, quel est le pourcentage, on va dire, de joueurs qui ont déjà été, report sur, des comportements, enfin, pour avoir eu des comportements inappropriés? Si on prend 100 joueurs, admettons, à votre avis, Mmh. combien, déjà été report parce que, il y a eu un dépêchement? 30, ouais, je vois. 80, Mmh. OK.
J'aurais tendance à dire un peu plus que 30 parce que je pense que dans les reports, il y 75 a aussi des reports indus qui sont reports. le fait potentiellement de joueurs toxiques. Pardon, effectivement, c'est encore mon franglais. Report, ça veut dire, qui ont été, identifiés comme ayant un comportement toxique et il y a, comme des boutons sur lesquels on peut appuyer, en fait, dans le jeu en disant, dans le chat, «Ce joueur, en fait, a eu un propos, déplacé», par exemple, «signaler un joueur». Merci, c'est ça. Donc je vois 30, 80, 40, 75 et 40 et pardon, excuse-moi, Pierre, parce que j'étais, distraite. Tu avais proposé Je vais combien? dire, je vais dire 50 parce que je 50, pense qu'il y a des OK. reports indus dans les stats par des joueurs qui étaient énervés d'avoir perdu. Lui, je le reporte alors qu'il peut-être il n'était pas toxique, donc je vais dire 50. Eh bien, je réponds à la première personne qui a mis 30, c'est 36. Ah, bien Donc joué. voilà, bien joué. Bien joué, bien joué. Et puis bon, j'ai déjà répondu tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez bravo du coup, désolée, il y a rien à gagner, aujourd'hui, mais voilà. Est-ce que vous pensez, que plus en fait, on est énervé et toxique, plus, comment dire? Est-ce que ça a des conséquences en fait sur le jeu en tant que tel et si oui, lesquelles? Je laisse un petit peu Ouais. le chat s'exprimer. Je peux peut-être reformuler du coup, c'est, admettons donc des joueurs toxiques, qui ont des comportements disruptifs, quelles sont les conséquences en fait? Les alliés arrêtent de communiquer, vont troll exactement. C'est ça, enfin voilà, c'est ce genre de choses, une mauvaise concentration et de l'énervement, tout à fait et donc les conséquences en fait de tout ça, c'est, des pertes de performance directement et de la toxicité supplémentaire, c'est un cercle vicieux. Tout à fait, super réponse. Voilà, bah, écoutez, je sens que ça crée un peu d'engouement dans le chat, c'est chouette. Du coup, n'hésitez pas à aller, regarder les vidéos pour, savoir comment mieux gérer, les comportements, disruptifs, et puis si vous avez d'autres questions, sur ce module, de Fair Play Programme à la fin, je serais ravie, de répondre. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je pouvais vous partager, aujourd'hui. Peut-être, si on a encore, 1 minute, une dernière. Non. Hem, je sais pas d'ailleurs Laïla, ça c'est plus pour toi si après tu vas revenir sur, les comportements en détail, les comportements disruptifs ou est-ce que tu veux que je l'aborde, ici rapidement? Tu peux les aborder si tu veux, je OK. compléterai, Ça au cas marche. où. Bah, du coup, dans le volet, 4, il présente en fait et il liste l'ensemble des comportements disruptifs, et comment réagir. Donc je peux, voilà, vous en partager, quelques-uns. Il y a un comportement qui est difficilement, c'est difficile de traduire, en français. En anglais, on dit flaming et du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment comme une salve, de toxicité qui sort avec des propos, ça peut être juste des propos haineux ou alors, des propos, enfin violents ou même, des propos qui sont, récriminés, juridiquement et donc il y a des flux d'insultes en fait, qui peuvent arriver, dans les chats ou, en voice chat, donc, par communication orale. Un des éléments qu'on recommande, c'est, juste de couper le micro de cette personne. Donc de ne pas lui répondre, voilà et que c'est possible, de couper le micro. J'ai vu dans le chat que quelqu'un mentionnait les trolls. Donc les trolls, c'est, pour définir quelqu'un qui va faire de l'anti-jeu, qui va par exemple, si c'est un jeu, d'armes, tirer en l'air, voilà et qui va pas jouer avec vous en fait et qui va, tout faire pour vous énerver, grosso modo et vous pousser à la toxicité. Donc en fait, si vous vous énervez, que vous perdez votre sang-froid, le risque, c'est qu'en fait, ce soit vous, in fine, enfin quand je dis vous, c'est le joueur, qui joue avec cette personne qui soit considéré comme étant toxique. Donc un des comportements à adopter, c'est vraiment l'ignorer ou alors le Il y a un signaler, adage célèbre d'ailleurs ouais, sur les trolls, un adage célèbre dans le monde du jeu vidéo qui s'appelle, qui est la formule suivante: Don't feed the troll, ne nourrissez pas les exactement, trolls, ne leur donnez exactement, pas matière à avoir de la satisfaction, à vous énerver, à vous faire perdre vos parties, ça n'en vaut pas la peine. exactement. Eh bien, j'allais le dire et quelqu'un aussi l'a dit dans le chat, donc c'est la super transition, pour, le dernier comportement que j'avais notamment identifié, là pareil, c'est de l'anglais, mais Leïla, tu en as parlé tout à l'heure quand tu as parlé de rage quit et de AFK, donc ça aussi c'est un langage, comment dire? De jeux vidéo, c'est away from keyboard. Ça veut dire que la personne part de son clavier, et du coup, elle décide de plus jouer avec vous et ça peut, générer du coup, de l'énervement et donc là, il faut pareil, rester, calme dans la mesure du possible, continuer de jouer et puis, signaler, ce joueur, du coup, parce que le fait d'arrêter et de, quitter la partie, à chaque fois qu'il perd, et ben, du coup, c'est une forme de comportement, toxique. On va revenir de toute façon un peu plus en détail, sur, les sanctions et quand on a identifié, c'est une bonne transition, tous ces types de comportements que je vais un peu lister, voilà, ce qu'on va pouvoir appliquer dessus.
Tout à fait, on vient de parler des comportements avec une très belle liste. Merci Océane. On va maintenant voir comment réagit Ubisoft de façon efficiente à ces comportements pour protéger les joueurs. Et quand on dit protéger les joueurs, on parle évidemment des joueurs qui sont victimes de ces comportements, mais aussi des joueurs toxiques en eux-mêmes. En réalité, avec notamment ce qui est certainement l'outil le plus répandu en termes de modération dans le monde du jeu vidéo, au-delà d'Ubisoft, le ban, évidemment. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du ban, s'il vous plaît? Yes. Du coup, le ban, peut-être avant de rentrer dans le détail, c'est une des sanctions qui existent. C'est, toujours un facteur enfin, on va toujours prendre comme, facteur discriminant la proportionnalité. Donc se dire que le ban, c'est pas, le premier outil qu'on va utiliser, on va essayer de trouver, d'autres manières de faire. Océane, tu l'évoquais juste avant, mais on va, par exemple, essayer de désactiver certaines fonctionnalités, donc interdire l'accès au chat, de certaines personnes, par exemple. Mais dans certains cas, donc on va employer le ban, donc qui est une des sanctions parmi l'éventail qui existe. Et le ban, c'est, l'abréviation ou l'anglicisme de bannissement et donc c'est le fait de bloquer l'adresse IP, d'un joueur pour, ne plus lui permettre d'accéder, au jeu. Il y a 2 types de bannissement qui existent. Il y a des bannissements qui sont temporaires et puis ce qu'on appelle le permaban, donc des bans permanents. Et pour le mettre en œuvre, Océane l'évoquait, juste avant aussi, on a, différentes manières de faire. Donc on peut passer par des solutions externes, auquel cas on va encadrer contractuellement avec un DPA notre relation avec, la personne avec laquelle on contracte. On peut aussi, développer des solutions en interne et là, avec, Océane et toute l'équipe, on a la chance de travailler de manière très étroite avec nos laboratoires, de recherche qui sont, situés au Canada, en France et également en Chine et donc, on va pouvoir développer, nos outils en interne. On a la chance de travailler dans une industrie avec énormément de développeurs, donc énormément de ressources en interne et la possibilité donc d'intégrer au cahier des charges, la privacy et donc de faire du privacy by design. Et puis on a une autre source qui est, peut-être un peu plus surprenante, mais c'est nos communautés de joueurs. Ce sont des communautés qui sont extrêmement alertes, extrêmement sensibles à ces pratiques et donc qui vont, non seulement s'engager à avoir des comportements exemplaires, mais qui vont aussi, être témoins et avoir la possibilité de signaler ces comportements. Donc, ils vont collaborer de manière étroite avec, les équipes, de modération et donc, eux-mêmes être acteurs, de leur expérience de jeu. Ça, c'était un peu pour, le panel de solutions qui existent en matière de ban et là encore, ben, comme vous pouvez vous en douter, ça implique des données personnelles puisqu'on va traiter des adresses IP, puisque dans tous les volets qui ont été évoqués, que ce soit la détection ou l'intervention ou la prévention, il y a forcément des données personnelles qui transitent, que ça soit des ID ou que ça soit, des usernames. Donc on est tenu de respecter tout le volet de conformité qui est lié au RGPD, aux autres normes, qui existent partout dans le monde et donc qui sont, très importantes, pour nous. Donc en principe, comment ça se passe? On va avoir, comme, Océane l'évoquait aussi, une information préalable, donc qui se fait par différents canaux, la privacy policy, le code de conduite, nos, conditions générales d'utilisation. Puis après, il va y avoir un flag qui va être adossé à une photo, une image, un commentaire, une parole, une vidéo. Tout ça va transiter par une, matrice, donc qui est liée au ban, qui nous permet d'établir, enfin de mettre un curseur sur le comportement qu'on a détecté et donc de jouer sur la proportionnalité qu'on évoquait, aussi, préalablement et de là, on va arriver à la sanction et donc ce ban qui est le fait de bloquer l'adresse IP d'un joueur et donc lui interdire l'accès à nos services lorsque son comportement est jugé, disruptif. Enfin et d'un certain degré pour qu'on en arrive au ban. Et auquel cas, donc comme on l'a évoqué, il peut y avoir des faux positifs. Donc on va toujours veiller à ce qu'il y ait pas une décision entièrement automatisée et permettre l'intervention humaine et notamment grâce à notre customer support, donc qui fait tout ce service qui, sont les relais de la conformité là encore, et avec qui on est obligé de s'associer, et d'ailleurs on le fait avec grande joie. Mais, on collabore tous ensemble pour que du début à la fin, on puisse, être proche de nos joueurs, leur permettre de s'exprimer aussi et là encore entretenir cette confiance, donc en se disant que, quand de telles mesures sont prises, elles sont nécessairement proportionnelles au comportement qu'on a, détecté. Voilà pour le Merci, volet du ban.
Merci beaucoup Leïla. Tu as fait une petite digression sur laquelle j'aimerais rebondir en parlant de conformité RGPD. Je vois un commentaire dans le chat qui traite aussi de cette question. Après, il me semble que PlayStation met en place des mesures pour prévenir ces comportements en enregistrant les chats. Et comme l'a dit Leïla, enregistrer un chat, c'est faire de l'enregistrement de données personnelles. Et quand on enregistre des données personnelles, il faut être attentif à sa conformité RGPD. Quelques grands principes du RGPD pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec le règlement général sur la protection des données. Chaque traitement doit avoir une finalité, un objectif qu'il poursuit qui doit être bien déterminé. Les données doivent être exactes et minimisées, c'est-à-dire on ne collectera pas à propos des joueurs des données qui ne sont pas utiles dans la réussite dans l'atteinte de l'objectif, de la finalité du traitement. Par exemple, je doute qu'Ubisoft ait un jour besoin de collecter la pointure de ses joueurs pour gérer leur account ou leur taux de ban. Par exemple, une durée de conservation, quand on ne peut conserver la donnée que dès lors qu'on en a encore l'usage légitime, sauf contre indication légale. Intégrité et confidentialité de la donnée auquel on pourrait ajouter disponibilité également. Euh, c'est par rapport à la sécurité des données personnelles. Il faut être en mesure de respecter le droit des personnes et avec l'intervention humaine que Leïla et Océane ont évoqué un petit peu plus tôt, on est déjà un petit peu rentré dedans. Le privacy by design, dont vous avez déjà entendu parler également dans ce webinaire, qui est le fait pour tout traitement de données personnelles d'inclure la conformité au RGPD dès le début des projets pour pas se retrouver avec des trous dans la raquette plus tard. Et enfin, la comptabilité, qui est l'obligation pour les acteurs des traitements de données personnelles de tracer, d'avoir une documentation spécifique sur les opérations qu'ils effectuent sur les données personnelles des gens. Ça, c'est les grands principes du RGPD. Et ces grands principes ont trouvé des applications concrètes chez Ubisoft, Océane et Leïla. Je vous laisse la parole. Oui. Bah, là encore, donc tout du long, hein, que ça soit dans la partie, détection, que ça soit dans la partie intervention ou dans la partie prévention, on va forcément remplir, un certain nombre enfin, on va respecter un certain nombre de principes et s'assurer de les documenter. Donc on a la chance d'avoir un outil qui nous permet de le faire. Et donc ça demande un certain effort parce qu'il faut rien louper et c'est, une chose qui est indispensable, mais qui nous permet aussi d'encadrer les traitements de données. Donc on le voit vraiment comme une énorme plus-value qui nous permet vraiment de piloter, les activités au sein d'Ubisoft. Donc on est très content de pouvoir, intervenir à ce niveau-là aussi. Donc sur la finalité, tu l'as dit, tu l'as énoncé, il faut nécessairement qu'elle soit déterminée au préalable. Donc on se met d'accord sur, l'utilisation des données, le traitement des données qui va s'opérer pour s'assurer qu'ils ne quittent pas le cadre initial et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on pourrait être face à un détournement de finalité. Sur la minimisation et l'exactitude, donc là encore, ça passe par beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges avec les opérationnels pour s'assurer qu'on loupe rien. Et donc là, ça va vraiment être au cas par cas suivant les situations auxquelles on est confronté. Et d'une situation à une autre, il y a une granularité qui s'opère dans les données qui vont être collectées, qui ne sont pas nécessairement les mêmes au niveau de la détection et pas non plus, les mêmes au niveau de l'intervention. Donc là encore, on est impliqué, tout du long. Sur les durées de conservation, on retrouve le même phénomène que la minimisation. Il n'y a pas de, durée de conservation préétablie. On va, vraiment faire l'effort d'aller les définir, d'avoir une granularité suivant le type de données, donc vraiment rentrer dans le détail pour, pas faire, de grandes enveloppes. Sur l'intégrité et la confidentialité, on en a déjà parlé, mais on a, la chance, de travailler avec des équipes de sécurité, donc qui font partie de ce qu'on appelle, entre nous la privacy family et avec qui on échange toutes les semaines, qui, sont, de précieux atouts et avec lesquels on collabore, beaucoup, justement pour s'assurer notamment de la sécurisation, de nos bases de données. Sur le droit des personnes, on a beaucoup parlé de l'information, donc avec les canaux et on mise aussi là-dessus en faisant, cet effort, de multiplier les canaux d'information pour s'assurer que les joueurs soient alertes sur le fait qu'il y a des traitements de données, personnelles qui sont effectués pour assurer, de la lutte contre les comportements disruptifs. Puis après, il y a l'accès. Donc l'accès, ça a été, quelque chose de très important pour, notre équipe. Avec, l'important volume de joueurs, on a décidé de passer par un processus, d'automatisation. Donc ça permet, à la fois de nous simplifier le travail, mais aussi de simplifier le travail, des joueurs.
puisque directement, par le biais de leur compte, ils ont la possibilité de demander des extracts sur leurs données et donc pour nous, c'est, super important de leur donner cette maîtrise, de leur donner ce contrôle sur leurs données personnelles et donc là, je pense à date, ça date de enfin, on l'a lancé l'outil a été lancé en 2018. Il y a des, centaines de milliers d'extracts qui sont faits depuis. Donc ça aurait été, compliqué de faire ça, à la main. Heureusement qu'on a cet outil et heureusement qu'on a, là encore, la chance de travailler avec des équipes, qui ont ces ressources et qui nous ont aidés dans le déploiement de cet outil. Privacy by Design, on en a parlé, donc on travaille avec, les équipes de production, nos laboratoires de recherche et cetera. Donc ça passe par des process qui ont été mis en place, en interne pour, être sûr d'être, intégrés aux boucles quand on commence à avoir une idée et intervenir, en amont des projets. Et sur l'accountability, donc il y a cet gros effort de documentation, dont on a parlé, donc qui intervient tout du long, sur la player safety, sur le fait de sécuriser l'environnement pour les joueurs et on rajoute une strate supplémentaire, parce qu'il y a un certain nombre de critères qui sont remplis, mais ça, je vais laisser Océane en parler et donc qui nous mène nécessairement sur ce type de sujet à rédiger des privacy impact assessment et je te laisse la main, Océane. Tout à fait. Juste peut-être avant, parler brièvement pour notre chat, pour qui ne saurait pas Ouais. ce qu'est une Oui. Privacy Impact Assessment ou une analyse d'impact sur la protection des données en français. Le RGPD, le RGPD nous oblige, dès lors qu'on effectue des traitements sur les données personnelles des gens qui peuvent présenter des risques pour les droits et libertés des personnes, nous oblige à réaliser ce qu'on appelle une analyse d'impact sur la protection des données. On va mettre en balance le risque que causerait une perte de confidentialité, d'intégrité ou de disponibilité des données pour les personnes en face des mesures de remédiation à ces problèmes qu'on a mis en place pour essayer de minimiser le risque. Et si ce risque est suffisamment minimisé, la conclusion de cette analyse d'impact sera positive et nous pourrons procéder au traitement de données personnelles. Alors, cette explication peut paraître un peu vague, néanmoins, les organes européens nous ont donné quelques billes pour juger de quand une analyse d'impact est obligatoire ou non, et notamment le G29 qui nous a donné 9 critères. Et si deux de ces critères sont remplis, c'est qu'il faut réaliser une AIPD. Dans certains cas, on sait que pour certains traitements, il faut une AIPD dans tous les cas. On sait que pour certains autres, la CNIL a fait certaines AIPD pour les personnes et les responsables de traitement peuvent s'en dispenser dès lors qu'ils mettent en place les mêmes mesures de protection. Et les 9 critères que nous a donné le G29 sont les croisements de données issues de plusieurs bases, des traitements impliquant des personnes vulnérables, les données sensibles, qui peuvent être des données relatives à la santé, à l'ethnie, à la religion ou à l'orientation sexuelle, une évaluation ou un scoring, la mise en place de traitements de surveillance systématique, des traitements de données à large échelle, l'utilisation de technologies innovantes, telles que l'IA par exemple, l'exclusion d'une personne d'un service ou d'un contrat et des décisions automatisées avec conséquences juridiques. Chez vous, chez Ubisoft, Océane, je crois savoir que vous êtes appuyé en partie sur ces critères pour justifier du besoin d'une AIPD. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors du coup, je me suis permise dans le chat, de mettre, comment dire? Les acronymes, en français, en anglais parce qu'effectivement, nous, c'est vrai qu'on les manipule, toute la journée, mais ça peut paraître un peu barbare comme quand je fais du franglais. Je suis vraiment désolée par avance. N'hésitez pas d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment des questions dans le chat, si des choses sont pas claires. Pour répondre à ta question, on a vraiment donc comme au moins 2 des, 9 critères doivent être remplis, on a sélectionné, pour, notre, Privacy Impact Assessment, le croisement des données. Parce qu'en fait, pour pouvoir, implémenter une sanction, il faut bien analyser, un comportement en général et c'est pas, chose simple, donc il va vraiment falloir regarder, beaucoup de données de jeu. Donc ça, c'est le premier critère que je vais retenir. La technologie innovante aussi, c'est quelque chose qu'on a gardé en tête parce que comme tu l'as dit, il y a de l'intervention, d'intelligence artificielle, potentiellement de machine learning aussi, pour mieux, prévenir, des comportements, disruptifs et puis, un des critères aussi qu'on retient, largement chez Ubisoft, c'est le traitement des données, à large échelle. Donc, partant de là, on s'aperçoit qu'on est à 2 critères ou plus, donc on est, de facto, obligé, de créer, cette, analyse d'impact. Si vous avez des questions, sur, comment conduire une analyse d'impact, le site de la CNIL est extrêmement précis. Il y a des guides thématiques qui sont très bien faits, donc je vous invite à aller voir, directement, le site de l'autorité si vous avez des questions par rapport à ça. Chez La CNIL Ubisoft, a réalisé un outil d'ailleurs à ce exactement. sujet.
Exactement et du coup, chez Ubisoft, on utilise, l'outil, de la CNIL, mais de manière un petit peu, tweakée aussi, j'ai envie de dire un petit peu, différent, parce qu'on a extrait, en fait, l'ensemble des questions du site de la CNIL, dans un document Word qui nous permet de le partager, plus facilement, en fait, entre les différents, parties prenantes parce que c'est un véritable, travail d'équipe. Il y a le légal, du coup, l'équipe DPO ou privacy, Leïla et moi et puis le reste de notre équipe, en fait, qui est impliquée, bien sûr, parce qu'on accompagne, les équipes business à, répondre aux questions et puis à les orienter. On travaille aussi, avec, l'équipe sécurité, donc pour s'assurer, en fait, que sur, le volet, ben, mesures, de sécurité, à implémenter, sont bien mises en place pour pouvoir, baisser, le niveau de risque comme tu l'as dit et puis, traiter, les données. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Aussi je profite là, de cette intervention pour dire que c'est un document qui est vivant, qui doit être mis à jour à chaque fois en fait que le traitement, change. Parce que peut-être qu'il y a des nouveaux, comment dire? Volets de données qui vont être traités ou une nouvelle technologie qui va être, mise en place. Donc il faut vraiment, garder, nous on vous conseille, d'avoir, en tête, l'ensemble des études, des analyses d'impact, quelque part, nous, c'est dans notre outil de documentation et puis, mettre les dates, en fait, savoir quand est-ce que vous l'avez, validé, pour la dernière fois et le RGPD nous impose une mise à jour, au moins une revue tous les 3 ans. Donc c'est vraiment on insiste sur ce volet, vivant du document et Tout à travail fait. d'équipe, on ne peut pas le remplir tout seul. Tout à fait, tout à fait. J'en profite pour faire une petite parenthèse. L'AIPD n'est pas le seul document obligatoire à avoir. Au sens du RGPD, il y a aussi le plus commun registre de traitement qui est celui qui va répertorier tous les traitements de données personnelles que fait un responsable de traitement, pourquoi il les fait, quelles mesures de sécurité il a mis en place, quelles sont ses durées de conservation, etc. Donc, ça lui permet d'avoir une cartographie et la big pictures des opérations qu'il mène sur des parcelles des personnes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Leïla, Océane, sur le thème de la PIA? Non, pas à ce stade. Sauf si vous avez Très des questions, bien, on pourra y revenir à la fin, mais pour l'instant, c'est bon tout pour à nous. fait, tout à fait. Je vois que le temps passe. Je Ouais. vais essayer d'accélérer un petit peu pour vous donner un petit peu de temps pour les questions. Et je crois que Océane et Leïla ont une petite surprise vidéo pour vous à la fin. Passage très rapide sur la protection des joueurs en général dans le monde au travers d'autres législations. Océane et Leïla vous ont fait une petite sélection mais nous vous invitons à surtout vous concentrer sur le Digital Service Act qui a été voté par l'Union européenne et qui entrera en vigueur en 2024 et qui porte de nouvelles obligations pour les plateformes, notamment la lutte contre d'éventuels contenus illicites, la transparence en ligne, y compris pour la modération, ce qui s'applique donc forcément aux actes de modération liés au comportement disruptif. Mais je pense que tous les auditeurs qui écoutent actuellement ce webinaire ne se font que peu de soucis pour Ubisoft sur ce point spécifique et quelques autres obligations qui sortent un petit peu du scope de ce webinaire. Atténuation des risques, réponse aux crises, donc plutôt des choses internes un peu plus loin du joueur, mais néanmoins importantes puisque la sécurité des données des joueurs est évidemment au centre des préoccupations des géants du jeu vidéo comme Ubisoft. Quelques autres textes qui peuvent valoir la peine d'être mentionnés dans le cadre de l'activité d'entreprises comme Ubisoft, qui est une entreprise internationale, l'Online Safety Act en Océanie, l'Online Safety Bill en UK, le Kids Online Safety Act aux États-Unis, mais on trouve aussi des législations au Brésil avec le Digital Protection of Children and Adolescents. Le Brésil qui est plutôt bien avancé sur les questions cyber et données personnelles, puisque le Brésil s'est doté lui-même de sa législation sur la protection des données personnelles, la Online Arm Legislation pour le Canada, ou encore la loi irlandaise qui n'est pas tout à fait complétée sur ces plans-là. Donc, un riche travail de veille pour vous, mesdames, je pense. J'imagine que ça ne doit pas être facile au quotidien de concilier toutes ces asymétries législatives.
Oui, tout à fait. En fait, ces slides aussi, c'était pour montrer que, outre la protection, des données personnelles, du joueur, il y a vraiment des nouvelles réglementations sur la protection, enfin, quand je dis joueur, pardon, c'est un défaut, professionnel, mais du consommateur, en fait, final. On voit qu'il y a énormément, en fait, de réglementations, en Europe, mais aussi partout dans le monde, qui sont en train d'éclore. Le motto vraiment de l'Union européenne, c'est de dire que tout ce qui est illégal, hors ligne devrait être aussi considéré comme étant illégal en ligne. Donc c'est vraiment pour ça que ces slides, c'est un peu une ouverture. C'est la même logique en fait, qu'on retrouve, dans l'ensemble des lois de protection des données personnelles, puisqu'il y a le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données en Europe, mais il y a aussi d'autres lois. Il y a la loi brésilienne, le LGPD, il y a la loi chinoise, PIPL, donc Personal Information Protection Law, et puis les lois californiennes. Enfin, voilà, donc c'est vraiment pour, montrer que, c'est nécessaire, d'avoir un travail de veille, à ce niveau-là. Et pour faire un mini zoom, très rapide, parce qu'effectivement je vois que le temps passe, le DSA il est là, donc le Digital Service Act, il est vraiment là à la fois pour le consommateur final, pour protéger ses intérêts et limiter son exposition, au contenu illégal, donc en lien directement avec les comportements disruptifs, finalement, et aussi, pour, l'ensemble des opérateurs, donc type, Ubisoft, ou les fournisseurs pardon, de services ou d'intermédiaires en ligne, d'avoir, du coup plus de transparence, au niveau, voilà de la manière dont, on régule, ces comportements. Il y a, l'Arcom, qui a été, nommé comme étant autorité en fait en France, pour pouvoir implémenter ces sanctions. Donc on peut aussi faire un parallèle avec, la CNIL à ce niveau-là. Et puis, sur le DSA, il faut vraiment faire attention puisqu'il y a quand même des sanctions assez importantes, qui concerne des pourcentages du chiffre d'affaires annuel mondial. Ça peut aller jusqu'à 6 en termes de montant maximum. Donc vraiment faire attention, et 1 si c'est des manquements, pour, les transparences. Et aussi, les utilisateurs finaux peuvent, faire des plaintes. Comme c'est le cas, c'est la même logique en fait, que, le RGPD, et ça a des conséquences en fait pour les images, des entreprises, la réputation pardon, des entreprises. Donc vraiment faire attention, avoir ce volet en tête, privacy, enfin protection des données personnelles pardon, RGPD. Et maintenant il y a vraiment tout un nouveau volet, de protection, en ligne du consommateur. Voilà. Tout à fait. J'en profite pour rebondir sur les sanctions, effectivement, des futures sanctions qui sont annoncées à 6%. Pour comparaison d'échelle, le RGPD met des plafonds de sanctions à 2 ou 4% du chiffre d'affaires en fonction des manquements retenus. Mais en effet, ouverture très intéressante sur le monde et sur le futur légal qui est le vôtre. Et le nôtre aussi, hein, puisque nous sommes tous des citoyens numériques désormais. Et nous allons aborder la dernière partie de ce webinaire en abordant un point qu'on a assez peu évoqué et qui pourtant est central dans le RGPD, c'est la sensibilisation. Et je crois que vous mettez au point des outils tout à fait incroyables chez Ubisoft. Yes, on voulait finir sur une note un peu plus douce que les sujets qu'on a pu aborder, donc les comportements disruptifs. On voulait insister sur la sensibilisation et rappeler qu'en fait, c'est une de nos prérogatives, une des missions qu'on prend à cœur, et que rien ne se fait en matière de conformité sans, les équipes. Donc, on doit les toucher, on doit échanger avec elles, et on doit, vulgariser en quelque sorte le droit, leur permettre de comprendre comment on raisonne, et rendre un peu glamour, je dirais, la conformité. Et pour ça, on a la chance de travailler avec, des équipes formidables, et notamment au sein du légal, on a la chance d'avoir une équipe, qui est dédiée à l'innovation et qui nous a aidés, justement dans cette démarche de sensibilisation, et notamment par le biais d'une création de vidéos, qu'on voudrait vous partager. Donc je pense que Pierre, si tu me laisses la main, je peux partager mon Ouais, écran. tu devrais pouvoir, a priori, je pense. Alors, est-ce que Oui, vous voyez mon écran? Oui? ouais, moi je Tout le à vois. fait. Mmh. Alors voici, je me balade sur ce qu'on appelle le dashboard en interne, qui est un outil qui nous permet de soumettre des requêtes, enfin qui est mis à disposition des équipes pour, pouvoir soumettre des requêtes, et là-dessus, vous pouvez trouver du, contenu, et notamment cette petite vidéo qu'on voulait partager avec vous. Est-ce que je suis plus sur le dash, on est d'accord? Non, tu es plus sur le dash. Par OK. contre, je me demande si le son va être intégré, en fait. Donc au pire, ce sera un peu sans Ah, son pour éventuellement accélérer pour montrer, voilà, l'idée, des vidéos. Alors là, le son ne Heu, fonctionne pas? le son de la vidéo, non, et on voit que ton écran du dash, en fait. Donc peut-être que ouais, comme tu es sorti, faut Alors peut-être que tu repartages ton écran sur, ouais, je le pense. deuxième volet, je pense, j'y arrive. si tu y Je arrives. vais Heu, nos soucis. hop,
Alors est-ce que là, Mais c'est c'est bon? bon. Ouais, c'est bon. Tout à fait. D'accord. Et là Et là, mais ouais. Ah oui, il y a le son, moi j'ai le On a le son. son. Protéger les Super. données de nos utilisateurs et celles de nos employés. Nous le faisons en respectant 7 principes clés, applicables en matière de protection des données personnelles. Examinons-les ensemble. Le premier principe est celui de la proportionnalité et la pertinence des données personnelles traitées. Nous ne collectons que les données dont nous avons réellement besoin pour un objectif déterminé, et non toutes les données que nous pourrions collecter au cas où elles pourraient nous servir. Le deuxième principe est celui de l'exactitude des données. Les données que nous collectons ne doivent pas contenir d'erreurs et doivent régulièrement être mises à jour. Le troisième principe est celui du contrôle et concerne le respect des droits des personnes. Tout le monde est différent et c'est une chance. À chaque fois que cela est nécessaire, il faut permettre aux utilisateurs et aux employés de choisir le type de données que nous collectons et ce que nous en faisons. Nous voulons nous assurer que nos utilisateurs aient toujours des outils leur permettant d'accéder à leurs données, de les rectifier ou même, lorsque cela est possible, de les supprimer. Parlons maintenant du principe numéro 4 qui... on peut peut-être s'arrêter ici pour laisser un peu de temps. Je vois que le temps file, mais Tu peux peut-être laisser défiler la vidéo en fond sans son Mmh. pendant qu'on prend les questions Ouais, éventuellement. bonne idée. Si vous avez des questions dans le chat pour la Privacy Team d'Ubisoft, c'est le moment. J'en profite aussi pour faire un peu de promo pour la robe numérique. Nous aussi, on n'est pas en reste en matière de vulgarisation. N'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn pour voir nos infographies sur le RGPD qui sont à vocation très opérationnelle. Et je laisse désormais la parole au chat. Ou peut-être qu'on peut remettre le son s'il y a pas de questions en attendant qu'on Alors, je vois En tout cas, c'est des outils que je trouve très pertinents. Alors vous avez dû le voir en interne. Moi, je le vois chez mes clients au quotidien. La sensibilisation, c'est un volet majeur qui est parfois compliqué, difficile de faire du RGPD, quelque chose de parfois rébarbatif, quelque chose d'un peu sexy. Très joli travail. Ah, une question. Si vous êtes déjà arrivé de mettre des règles en place en ligne, en amont de loi, j'entends par là, faire plus que ce qui est demandé. Leïla, celle-là, si tu veux la prendre, sinon je peux la prendre, c'est comme tu préfères. comme tu veux. Je peux commencer, puis tu pourras compléter si tu veux. Ouais. Peut-être sur cette partie, oui, alors on essaie toujours, quand même d'être, enfin déjà conforme à la réglementation avant de l'anticiper. Mais sur les partenariats, si j'en parlais au début c'est pour ça que je me suis juste permise de rebondir, c'est parce que j'en avais parlé au début de la présentation. Les partenariats avec les polices, c'est quelque chose en fait maintenant qui va devenir obligatoire au titre du Digital Service Act et qu'on avait mis en place, déjà en amont, avant février 2024. Donc on va continuer les efforts, avec les autorités, et la police, mais voilà. Je pense qu'on a peut-être d'autres exemples. Je sais pas si toi tu en as en tête, Leïla, éventuellement? Bah, je pense que le Fair Play Programme, c'est une des Ouais. initiatives où vraiment on se dit qu'on a tout à miser sur la prévention et le fait de se dire, qu'on veut pas que de telles situations se produisent et on intervient en amont. Donc c'est un effort de notre part, on est intégré dans ces discussions, mais il y a vraiment une culture, d'entreprise, je dirais, au sein d'Ubisoft, de vouloir, créer un environnement sain, de respecter, nos joueurs et vraiment de jouer sur la confiance. Donc je pense que d'une certaine manière, c'est une démonstration de la part de nos productions, des licences avec qui on travaille, de s'ancrer dans ce type de démarche. Mmh. 100. Merci pour cet éclairage. Est-ce que, selon votre expérience, vous avez tendance à noter que les comportements disruptifs auraient plus tendance à augmenter ou plutôt à diminuer? J'ai pas, de chiffres exactement en tête. J'aurais tendance à dire que, bah, en fonction des chiffres qu'on a partagés avec le Fair Play Programme, c'est stable, elle est là. Après avec justement les modules de prévention, le Fair Play Programme, on est quand même sur une forme de stabilisation à la baisse. Les jeux les plus touchés, c'est les jeux qui sont extrêmement compétitifs, en fait, qui vont, créer une émulsion, un gain ou, voilà comme dans tout jeu en fait, in fine. Il y a une question, Leïla, hyper intéressante après sur, est-ce les joueurs sont plus conscients des risques, RGPD notamment peut-être dans les Bah, sites qui j'ai leur supportent? j'ai j'ai l'impression qu'il y a quand même,
du fait des actualités et pour rebondir sur l'actualité peut-être d'hier avec, une sanction, record, à l'égard, d'un acteur, géant, du Mmh. secteur, numérique. Je pense qu'il y a quand même on est de plus en plus alerte. J'ai l'impression que quand même c'est quelque chose qui rentre dans nos préoccupations. Il y a l'envie de récupérer le contrôle, de récupérer la maîtrise et on sent quand même que, le RGPD qui va fêter ses 5 ans demain, a quand même changé la donne ou du moins apporté un éclairage sur, l'importance des données personnelles, le respect de la vie privée et cetera. Donc j'ai quand même l'impression que oui, les joueurs, ils sont, plus alertes et ne serait-ce que par, les actions de conformité que nous, on doit mettre en œuvre au sein de notre équipe. Le fait d'intégrer des mentions d'information, le fait d'intégrer des renvois vers, notre politique de confidentialité et cetera. Ce sont quand même des rappels, enfin ça s'ancre dans le quotidien et donc je considère oui que les joueurs, ils sont plus alertes, sur ce type de sujet. Ouais et je crois qu'il y avait pardon, je rebondis juste sur ce que tu dis, 100. Il y avait même, postérieurement à l'entrée en application du RGPD, une étude de la CNIL qui montrait que, il y avait une évolution, énorme, mais pas uniquement en fait chez nos joueurs, mais chez tout le monde en général, comment dire? De la conscience, du traitement des données personnelles, et aussi, plus, d'intérêt je pense, voilà. Pas que depuis 2018, hein, mais que c'est vraiment quelque chose de croissant parce qu'on est sur une surexposition aussi au global, sur les réseaux sociaux. Je vois que dans le chat, il y a R6S, on ne se prononcera pas sur nos licences, et les contenus toxiques, par jeu, mais voilà. Je vois d'autres questions. En termes d'obligations, en termes de lutte contre les comportements disruptifs, est-ce que ça s'étend aux influenceurs avec lesquels on travaille et leur communauté? Hem, toutes ces obligations, elles concernent effectivement, l'ensemble en fait du consommateur final, que ce soit dans nos communautés qu'on essaie d'assainir un maximum, oui. Et les influenceurs, on a ce qu'on appelle, j'ai un trou, star player, pardon, c'est ça, où, du coup Ah, des ça. voilà, ouais, des star players qui sont en fait, des joueurs, phares. D'ailleurs, j'ai une anecdote, peut-être, pour rebondir, sur cette question, sur les influenceurs à vous partager. On a eu des faux positifs, en termes de ban, de nos star players sur Just Dance, en fait, qui étaient tellement excellents, que, nos filtres, les ont du coup, on pensait qu'il y avait une forme de triche. Donc évidemment, comme il y a un mécanisme manuel derrière, c'est ce qu'on vous disait, le customer support tout de suite a corrigé, le point. Mais voilà, c'est l'anecdote, un peu drôle, sur nos star players, qui sont tellement forts que parfois ils battent même la machine. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette riche anecdote. Peut-être une dernière petite question. Je vous laisse faire votre choix dans le chat. Et après, on pourra tranquillement conclure. Mmh. Est-ce qu'il y a une différence entre le consommateur majeur et le consommateur, mineur? Oui, tout à fait. C'est vraiment, comment dire? Les réglementations justement, le Digital Services Act, le RGPD en fait, imposent des obligations beaucoup plus drastiques, sur, les mineurs concernant le traitement de leurs données. Il y a pardon, j'ai encore le mot en anglais, des réglages, voilà, des réglages qui sont, hem, désactivés par défaut ou absolument, impossibles, à avoir quand on est, mineur dans un jeu et puis, des comptes, spécifiques, voilà, pour, les mineurs qui vont arriver sur certaines plateformes et certains jeux. Je sais pas si tu veux, rajouter des choses? Désolée, j'ai un peu, pris des dernières questions, Leïla, mais Non, c'était hyper clair, non. mais oui, enfin, je veux dire même, au sein même de notre équipe, on a quand même une experte, sur le Mmh, sujet aussi. et on a quand même dans le traitement des données personnelles, on a vraiment une approche, particulière qui est sur les mineurs, parce que les préoccupations sont considérables et donc ça fait l'objet d'une attention, particulière, de notre côté. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez répondre à la dernière question en une minute peut-être? Des Je n'ai pas vu venir. améliorations, oui, on voit quand même que l'ensemble des efforts déployés, tend vers, une diminution en fait, au moins, une canalisation, des comportements, oui. Ils existent encore, mais au moins avec tout le phénomène de prévention en amont, le reputational score, le fair play programme, les statistiques, vont dans le bon sens, ouais. Ok. Ce sera peut-être le mot de Bah, la c'était fin un peu super. encourageant, ouais. Tout à fait. Ouais, non, mais c'est Ouais, une bonne note pour ouais. finir. En effet, merci beaucoup de nous avoir partagé les résultats de votre très intéressant travail chez Ubisoft, notre petit fleuron français du jeu vidéo. C'était très enrichissant
pour tout le monde. Peut-être qu'on aura un jour le plaisir de se recroiser dans ce type d'événement, Leïla, Océane. Pour les autres, dans le chat, merci de nous avoir écoutés. Le replay devrait être disponible très prochainement si vous avez manqué le début. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer nos actus et à suivre également Ubisoft pour voir quelles sont les prochaines milestones de leur lutte contre la toxicité. Nous, on vous souhaite une très bonne journée à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt, merci beaucoup.